Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture et je vais vous parler de mes 4 dernières lectures. J'espère qu'au niveau du son ce sera correct car je fais un essai sans le micro que j'ai acheté exprès parce que j'ai remarqué que parfois quand je bougeais ou les débuts de phrases, des fois on avait du mal à les entendre. Donc je vais tester comme ça pour voir ce que ça donne et puis si c'est ok, bah, écoutez, je resterai sans le micro. Alors vous avez l'habitude, avec moi il y a pas mal de styles différents qui sont présentés en vidéo et cette fois ça ne fait pas exception à la règle puisque j'ai lu 4 titres qui n'ont vraiment clairement rien à voir entre eux. Même si on pourrait classer presque 2 livres dans la même catégorie, mais enfin pas tout à fait, vous allez comprendre pourquoi juste quand je vais vous expliquer. Je vais commencer tout de suite par un titre que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, enfin tout est relatif mais enfin, vous allez voir. J'avais très envie de le lire et c'est maintenant chose faite avec Mexican Gothic. C'est de Silvia Moreno Garcia et c'est publié chez Brajlon. Alors ici on est sur un roman que je pense que c'est plutôt du young adulte avec une pointe de fantastique. Plus un peu d'époque, enfin voilà, c'est un mélange de toutes ces choses. J'ai été très intriguée par la couverture pour commencer parce que ça me rappelait beaucoup une série que j'ai regardée. Ça m'a fait penser à Why Woman Kill en fait. Ce sont des costumes d'époque où on suivait d'ailleurs ces femmes dans des grands manoirs, enfin surtout la saison 2 en fait. C'était très intriguant au niveau du résumé parce qu'on parlait donc d'une jeune femme qui s'appelle Noémie qui doit aller rejoindre sa cousine dans un manoir parce qu'elle a envoyé une lettre donc à sa cousine et à son père, en disant que c'était une lettre un petit peu spéciale parce que dedans elle lui disait que quelqu'un essayait de l'empoisonner, qu'il fallait venir la chercher. En gros, enfin voilà, sa lettre était un petit peu délirante et sa cousine a été très intriguée par cette lettre. Au départ, elle ne voulait pas spécialement aller voir sa cousine parce que c'était dans un manoir un petit peu, enfin un manoir que je trouvais, ouais, oui, un manoir ancien. C'est un petit peu reclus, c'est un petit peu coupé du monde. Et notre Noémie Taboada, elle est très mondaine, elle aime beaucoup le luxe, elle aime les soirées, elle aime briller en société, etc. Donc au départ, quand son père lui ordonne presque d'aller voir ce qui se passe avec sa cousine, elle n'est pas vraiment enchantée. Bon, elle se dit, c'est quand même ma cousine, je vais y aller, on ne sait jamais, voilà. Donc elle s'y rend. Et ce qu'elle va y découvrir, c'est très particulier. Au départ, quand elle arrive, on ne lui fait pas spécialement un très bon accueil. C'est même plutôt très froid. On ne comprend pas ce qu'elle fait là. On se méfie d'elle. Et avec raison. Parce que Noémie va très vite comprendre que dans ce manoir, il y a des choses qui se passent qui sont pas normales, qui sont intrigantes. Et elle va essayer de mettre le doigt dessus. Quand elle arrive, sa cousine, elle est comme dans la lettre en fait, elle est à moitié absente, elle divague, elle raconte des choses un peu bizarres. Elle raconte des choses bizarres mais uniquement devant sa cousine car dans le manoir il y a on parle de 3 personnes en particulier. Donc il y a le mari de la cousine, j'ai tout le monde là, j'ai Catalina. Catalina c'est la cousine, ensuite il y a le mari de Catalina qui est Virgile, puis il y a Florence. Et Florence, il me semble que c'est la sœur, c'est ça? La sœur de Virgile, je crois? Ou l'autre fille? Non, je pense que c'est sa sœur, oui, je crois, quelque chose comme ça. Bref, c'est quelqu'un de la famille. Et cette fameuse Florence s'occupe de cette cousine, donc de Catalina, mais elle est un petit peu louche, hein, vous voyez, disons qu'elle n'est pas très nette. Au départ, bon, quand ils comprennent qu'elle va rester là quelques jours, ils essayent de l'accommoder un petit peu pendant son séjour, mais ils sont déjà très spéciaux parce que quand ils mangent à table tous ensemble, il ne faut pas faire un bruit, il ne faut pas parler. Clairement, il n'y a rien à faire. Hein. Voilà, ça se passe, je crois que ça se passe dans les années, c'est dans les années 50 ou 60, je ne sais plus. Et du coup, c'est très compliqué, il n'y a pas la télévision, il y a les téléphones fixes, mais c'est limite quoi. Du coup, c'est très compliqué pour joindre le monde extérieur. Et il va se passer pas mal de petites choses qui mettent un certain temps quand même à arriver. Donc sans vous dévoiler la totalité de l'histoire, sinon il n'y aurait plus de fun pour vous, il y a des passages qui sont un petit peu spéciaux, voire glauques, une ambiance très malsaine. C'était surtout des ambiances en fait, des sensations,
qu'on ressentait en lisant la description de certaines choses dans le manoir. Elle va trouver de la pourriture sur les murs, elle va chercher à creuser, à savoir ce qui se passe en fait tout simplement. Mais c'est plutôt, ouais, voilà, c'est plutôt un ressenti, c'est une ambiance un peu pesante. C'est pas, voilà, dedans on parle le thriller je crois, ou de je sais plus, quelque chose qui est censé faire peur. C'est pas tellement de la terreur, c'est vraiment plutôt un peu d'angoisse, mais c'est plutôt une sensation de malaise. Je sais pas si vous voyez un peu, c'est très très bizarre. Bref, il va se passer plusieurs petites choses et il y a quelques points qui m'ont un peu saoulé dans le roman, dont je vais vous parler tout de suite, en essayant de pas trop divulguer certaines choses, mais enfin, ceux qui l'ont lu voient peut-être de quoi je veux parler. Sinon, voilà. Il y a des passages, disons, un passage, enfin, je pense que c'est pendant 2-3 fois, on fait la même chose. Il y a un personnage dedans qui va essayer de profiter de Naomi et on nous fait clairement bien, enfin, elle fait comprendre qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle ne veut pas. Et par la suite, genre pendant que ça se passe, enfin, que ça commence à se produire, elle change d'avis. Ou elle aime quand même ça, voyez. Donc ça m'a vraiment pas plu, c'était pas nécessaire. D'ailleurs même cette partie sur la violence abusive physique, pour moi n'est pas nécessaire dans ce roman, parce que c'était plus sur l'ambiance, il y avait des choses qui pouvaient être plus horrifiques, ou qui pourraient plus mettre mal à l'aise que ça. Enfin, clairement j'ai pas compris le but de mettre ça là-dedans, c'est ce qui m'a dérangé, et que du coup on ait l'impression en fait qu'elle en redemande limite quoi. Enfin, c'est des passages, c'était n'importe quoi. J'ai essayé de mettre ça de côté pour continuer ma lecture parce que sinon j'aurais pu abandonner, je pense. Mais il y avait ce côté intriguant de savoir vraiment ce qui se cachait. Et là, par contre, c'était un petit peu bâclé. La fin, la résolution, en gros, quand on sait vraiment ce qui se passe avec ce manoir, j'ai trouvé ça un peu bon, tiré par les cheveux, oui et non, parce qu'on sait qu'on va avoir une touche de fantastique dans cette histoire. Mais ouais, tout arrive un peu en bloc comme ça, et puis c'est débrouille-toi avec ça, quoi. La scène finale, elle devrait s'étaler un peu plus longtemps, et ben non, c'est très rapide. Enfin, j'ai trouvé ça trop rapide en fait, la fin. Ça aurait peut-être été mieux de rentrer plus vite dans le vif du sujet au départ dans le livre, et après de faire traîner la fin et la résolution un peu plus, je pense, à mon avis. Sinon, j'ai quand même passé un bon moment, même s'il n'y a rien d'exceptionnel. Je me souviendrai quand même de cette histoire parce que c'était assez space pour que je m'en rappelle. Mais je ne sais pas si dans 5-6 ans, je m'en rappellerai encore. Voilà. Donc, je ne sais pas. Dites-moi pour ceux qui l'ont lu ce que vous en avez pensé, si vous avez été d'accord avec certains points que j'ai énoncés. J'espère ne rien avoir oublié parce que ça commence à remonter un petit peu et c'est vrai que quand c'est pas très très frais dans ma tête, il y a parfois certains points que j'oublie de mentionner. Et des choses qui m'ont soit énervé ou soit que j'ai aimé que je ne pense pas forcément à dire. Je pense que c'est tout, je vais m'arrêter là parce que sinon le point lecture il va durer trop longtemps. Et je vais passer tout de suite à ma lecture suivante. J'enchaîne avec quelque chose de très très court vu qu'il s'agit d'une nouvelle toute petite. Quand j'avais repéré ce titre, je ne savais pas la longueur du roman, hein, et j'ai eu l'occasion de le trouver d'occasion parce que clairement 4 euros, presque 5 euros pour une nouvelle qui fait même pas 60 pages, je crois une cinquantaine de pages même. Si on enlève tous les en-têtes de chapitre, vous voyez, si on enlève ce genre de choses, enfin voilà. C'est d'Alain Damasio et ça s'appelle Scarlett et Novak. On est sur un peu de science-fiction, en gros. Alors c'est écrit un thriller qui déjoue la fascination du smartphone. Un thriller, non. J'ai pas trouvé ça thriller, personnellement. Je vous préviens, il y a des trucs problématiques là-dedans. Notamment, enfin je vais revenir après sur les problématiques, je vais d'abord dire ce que j'en ai pensé. Dans l'ensemble, c'était intéressant puisque l'auteur cherche à dénoncer le fait que on est un petit peu accro à la technologie, enfin un peu beaucoup même, et qu'on est justement trop, enfin qu'on devient trop accro, et qu'on compte trop sur la technologie pour des choses du quotidien. Donc là, il se projette plusieurs années dans le futur, je ne sais plus exactement quand, je ne sais pas si c'est dit d'ailleurs. Mais ouais, ça se passe dans un futur plus ou moins proche, je pense. On suit un personnage masculin qui a l'air d'être plutôt jeune et qui court parce qu'il est pourchassé par
des gens, on ne sait pas trop au début ce qui se passe vraiment. Et dès qu'il court, en gros, il a son téléphone qui est sous forme de lunettes, je crois, mixé avec une montre. Et c'est une intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle s'appelle Scarlett. Donc c'est la fameuse Scarlett. Le personnage principal, c'est Novak. Et en gros, on apprend assez vite qu'il court pour échapper à ses agresseurs parce qu'ils veulent lui voler son téléphone, enfin son système, voilà. Sachant que c'est quelque chose qui vaut assez cher, que c'est ultra perfectionné, que c'est super précis. Il vous donne les battements de votre cœur à chaque minute, le niveau de stress, enfin, elle peut faire des choses incroyables apparemment. Bien que ça aurait pu être plus expliqué, enfin, il y aurait pu avoir plus de détails sur cette intelligence. Et en gros, les deux personnes qui le courent après, elles le rattrapent et lui volent sa vie, en gros. Puisqu'ils volent son téléphone, enfin, ils volent son identité, enfin, ses lunettes, sa montre, je crois, enfin, tout le système qui sert de téléphone. Et notre pauvre Novak, il se retrouve sans rien. Et pour prouver son identité après à la police quand il veut porter plainte, c'est compliqué. Vous attendez pas un truc de fou, hein, parce que ça tient sur, comme je vous dis, à peine une 50aine de pages. On n'a pas du tout le temps de creuser ce qui va se passer, on n'a pas du tout le temps de s'attacher au personnage. Et même si l'intention était bonne, pour moi, je suis passée un petit peu à côté parce que, en prenant du recul, ouais, c'est vrai que ça fait un peu réac. Parfois, c'est bien de dénoncer certaines choses, mais là, on a l'impression que, alors, pardon, monsieur Alain Damasio, je ne vous connais pas, mais j'ai eu l'impression que ça faisait un peu le mec largué par la technologie et qui reprochait aux jeunes, ouais, t'as toujours le nez collé sur ton écran, patati, patata. Ce genre de choses, vous voyez, c'est un petit peu, ouais, je trouvais ça un peu trop moralisateur. Alors que ça aurait été peut-être plus intéressant de nouer une histoire autour de ça, de vraiment faire une grosse dystopie avec des personnages, des choses construites, ça aurait été plus pertinent, je pense, que ça. Et à la fin, on a une sorte de slam. Alors, c'était pas mal. J'imagine, je présume que c'est Alain Damasio qui l'a écrit, puisqu'il n'y a pas d'auteur à la fin de ce slam. Mais ouais, encore une fois, c'est un peu la répétition de ce qu'il y avait dans le texte. En gros, le slam aurait suffi à lui-même pour dénoncer le message qu'il voulait dénoncer. Et maintenant, j'en viens à la partie problématique pour moi dans cette petite nouvelle. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il a été mettre ça là-dedans, je vois pas l'intérêt. Si vous l'avez lu et que vous avez trouvé une signification, dites-le moi parce que franchement je vois pas. Ce fameux Novak qui se fait courser par deux personnes, donc ce sont deux hommes, et il demande à son intelligence artificielle de scanner ce qu'ils ont fait dernièrement, en gros la possibilité de voir les sites qu'ils ont consultés, etc. Donc, ce qui est dit en premier, c'est qu'ils ont consulté des sites pornographiques. Ensuite, je crois que c'était des sites de combat, je crois. Enfin, ouais, 2-3 sites inintéressants pour l'histoire. Et en fait, le personnage Novak ne trouve pas mieux que de demander site pornographique hétérosexuel. Et il lui dit, Scarlett lui répond que non, que c'était des sites gays. Et dans la façon dont c'est écrit, on en déduit que il s'attend à se faire agresser sexuellement par ces deux personnes, parce qu'elles sont gays. Je reprends ce qui a été dit dedans, ce que j'ai compris. J'espère que j'ai pas compris de travers, mais pour moi c'était plutôt assez clair. Je suis même restée sur les fesses, hein. Je dis mais c'est une blague, j'ai relu le passage pour être sûre d'avoir compris. Je dis, mais quel est l'intérêt? Déjà, quel est l'intérêt de dire qu'ils sont gays ou hétéros ou pan ou bi ou que sais-je? Enfin, on s'en fiche, quoi. C'est pas ça qui va causer l'agression, en fait, puisqu'ils veulent lui voler ses affaires. Enfin, j'ai pas compris l'intérêt. Franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Et encore une fois, on en revient à faire culpabiliser non, pas faire culpabiliser, mais ouais, je sais pas, c'est genre parce qu'ils sont si, ben ils ont fait ça. Enfin, si on remplace le fait qu'ils soient d'une orientation sexuelle différente apparemment de celle du protagoniste principal,
remplacer ça par le fait qu'il soit d'une autre couleur de peau, bah ça revient au même en fait. Enfin, non, non, en fait, non. Voilà, j'étais choquée par ce passage. Ouais, ça m'a pas plu. Et puis forcément, comme ils sont homosexuels, il y a un moment, quand il le chope, bah, il faut qu'il lui attrape le paquet, quoi. Voyez, enfin, je trouvais pas que ça donnait d'intérêt à l'histoire, mais par contre, c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui m'a dérangé. Je trouve que en fait, ça m'a détourné du message principal, si on peut dire, parce que j'avais compris ce qu'il voulait dire depuis le départ en dénonçant la technologie, mais j'ai pas trouvé ça intéressant. Voilà. D'ailleurs, je vais m'arrêter là parce que sinon, je parlais aussi longtemps sur ces petits trucs, mais voilà, je vais pas garder ça. Hein. Voilà, clairement, c'est poubelle. Enfin, poubelle. Vous avez compris. Je passe maintenant à un titre qui était dans ma pile à lire depuis pas mal de temps. Je savais que j'allais aimer parce que c'est un livre qui parle de livres. Donc clairement, hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on est à fond dans les livres, on aime beaucoup, enfin pour la plupart on aime les histoires qui parlent de livres. Et il s'agit de Library Jumpers, donc c'est le tome 1, La voleuse de secrets de Brenda Drake, avec l'accent. C'est publié chez Lumen et clairement je l'ai dévoré. Je pense que je vais essayer de me prendre les tomes 2 et 3 assez rapidement pour ne pas oublier l'histoire. J'essaierai de vous mettre les liens vers mes avis un peu plus détaillés comme d'habitude sur les sites tels que Babelio ou que Livre Addict, mais Babelio c'est un peu mieux parce qu'on peut mettre des choses plus longues, sinon faut faire plusieurs commentaires. Dans Livre Addict c'est un peu chiant. Mais j'ai adoré, voilà, j'ai clairement aimé cette histoire. On suit une jeune femme qui s'appelle Gianna, mais qui est surnommée quasiment Gia pendant toute la durée de l'histoire. On est sur un schéma classique d'une adolescente / très jeune adulte qui découvre un tout nouveau monde qui s'ouvre à elle. Elle ne s'y attendait pas, mais elle a des pouvoirs magiques et elle va découvrir que tout son passé était un mensonge en gros. Enfin voilà, c'est l'élu, elle est spéciale en plus, donc vous voyez, c'est ce genre de schéma. Mais ça m'a pas gênée parce que je suis rentrée tellement dans l'histoire que bon, j'ai passé outre ce genre de petites choses, ainsi que d'autres éléments qui arrivent par la suite, mais que voilà, qui y a dans beaucoup d'histoires, parce que c'est un peu du young adulte fantastique. J'ai passé un super bon moment, tout simplement. Elle va découvrir, suite à une erreur, enfin un truc qui arrive accidentellement, elle est aspirée par un livre avec ses deux meilleurs amis. Donc une jeune femme et un jeune homme. Et ils vont rencontrer d'autres personnages qui vont lui ouvrir les portes de ce fameux monde et lui expliquer ce qu'elle est, en fait. Et il se trouve qu'elle est une sentinelle. Les sentinelles sont censées protéger les livres, enfin, pas protéger les livres, mais ils sont un peu les gardiens des livres, puisque les livres permettent de voyager dans différentes parties du monde. Et plus particulièrement, c'est pour maintenir la paix en fait entre le monde magique et le monde des humains. Voilà, c'est comme ça que je l'ai interprété. Donc il va y avoir pas mal d'actions, même des fois un peu trop parce que c'était parfois un peu compliqué à suivre. Mais j'étais embarquée en fait parce que moi j'ai bien aimé le personnage principal. Elle est un petit peu agaçante au début, mais c'est normal. Elle est jeune, elle a 16 ans, donc on ne peut pas exiger d'elle qu'elle soit aussi mature, quoi elle est mature, mais qu'elle soit aussi, voyez, qu'elle soit éclairée comme une adulte ou qu'elle ait des réflexions d'adulte. Hein, faut remettre en contexte. Elle accepte plus ou moins assez rapidement quand même sa nouvelle condition, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui peut parfois énerver certaines personnes, le fait qu'elle accepte tout, voilà, comme je l'ai lu dans quelques commentaires, toi t'es magicien, ah ok, toi t'es si, ah d'accord, ok, enfin voilà, elle remet pas en question, elle n'a pas de moment pendant genre, nous si ça nous arrivait dans le monde réel, on serait là en mode what the fuck, enfin, on prendrait un mois pour intégrer la nouvelle, mais là non, c'est vrai que ça s'enchaîne assez rapidement, donc c'est ce qui donne aussi du rythme, j'ai trouvé. Faut quand même réaliser qu'il y a beaucoup de personnages, parfois j'étais un peu perdue avec les noms, surtout quand on nous raconte, qu'on nous relate des faits du passé avec des personnages de la famille de Gia.
Il y a un moment, j'ai relu plusieurs fois le passage, j'ai dit quoi, j'ai rien compris. Enfin, bon, après, c'était pas un truc de fou, mais c'était pour expliquer que un tel connaissait un tel et qu'en fait c'était un tel et tout. Enfin, c'était un petit peu confus dans mon esprit au départ, puisque on apprend aussi qu'il y a des sortes de doublons dans les personnages. Enfin, si vous avez lu, vous savez de quoi je parle, mais si ça vous intéresse et que vous vous lancez dans la lecture, vous me direz. J'ai bien aimé, on pose bien les bases du monde, de l'environnement, etc. On nous présente bien les personnages aussi. Même si j'aurais aimé un peu plus de profondeur sur certains personnages, notamment les amis de Jia, parce qu'ils sont quand même importants dans l'histoire. Et j'ai trouvé qu'on les survolait un petit peu, tout comme le personnage d'Arik, qui est un peu le héros masculin de toute cette histoire également. Évidemment, vers les 3/4 du roman, on comprend très très vite qu'il va y avoir un triangle amoureux, comme très souvent dans ce genre de livre. Là, j'ai pas, voilà, d'habitude ça m'énerve, ça m'agace, mais là j'ai essayé de faire abstraction parce que j'aime vraiment bien l'histoire et je me focalise pas trop dessus pour l'instant, en espérant que ça prenne pas trop le pas sur l'histoire dans les tomes suivants. Dites-moi si vous l'avez lu en commentaire, si au niveau de la romance du triangle amoureux ça va ou si c'est vraiment ça prend toute la place, quoi. Après, il y avait quelques maladresses aussi, notamment le fait qu'elle sorte un petit peu des explications, que l'autrice elle sorte des explications de son chapeau un peu. J'ai trouvé que c'était, on nous balançait des trucs comme ça qui arrivaient, pourquoi il y a eu ci, pourquoi il y a eu ça, et ouais, c'était un peu incohérent à certains moments. Et il y avait aussi 2-3 petites choses pas très réalistes, notamment le fait que, bon, on apprend très vite que le personnage principal, dont Jia, a perdu sa maman quand elle avait 4 ans, donc on nous dit vite dans l'histoire. Et par la suite, elle se rappelle de choses de sa mère, enfin avant ses 4 ans, donc c'est clairement impossible, enfin très rare, il me semble, parce que je mets au défi quiconque de se rappeler de réels moments, de réelles choses avant ses 6-7 ans, c'est quand même chaud, quoi. Enfin, après, c'est qu'un petit détail hein, dans l'histoire, mais ça arrivait 2-3 fois où pour expliquer quelque chose, elle dit ah oui c'est vrai, je me rappelle que si ou que ça, alors que bah non en fait, enfin voilà, elle avait 4 ans, comment elle peut se rappeler de certains détails que même une enfant n'aurait pas pu se rappeler, même si sa maman, enfin même si c'était arrivé plus tard, c'est ce genre de détails qu'on n'aurait pas forcément remarqué par nous-mêmes sans qu'on le pointe du doigt. C'est tout au niveau des petites incohérences, mais encore une fois je vous renvoie à mon avis détaillé sur Babelio. J'ai passé un bon moment, certes il y a quelques petites imperfections, mais c'est pardonné par le monde et la possibilité en fait qu'il y a à faire avec tout ce système, parce qu'ils passent de livre en bibliothèque, en gros ils sautent dans les livres, ils sont inspirés, ils se retrouvent dans des bibliothèques dans le monde entier, et ça j'ai trouvé ça super intéressant, hein. Clairement moi qui rêve de visiter les plus belles bibliothèques du monde, même si après on ne parle pas spécialement que de livres tout le temps. Il y a de la magie, il y a des créatures qui vont les chasser, il y a des choses qui vont devoir tuer, enfin voilà, il y a de l'action, il y a vraiment, on ne s'ennuie pas. Et j'aimerais qu'on se pose un peu. Dans les prochains tomes, j'espère qu'il y aura des moments où elle sera plus en introspection, plus dans ce genre de choses. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé et je pense que c'est quelque chose que je garderai pour faire lire à ma petite nièce quand elle aura l'âge et qu'elle découvrira toutes ces portes infinies vers des mondes infinis avec toutes les histoires, enfin, voilà, la lecture tout simplement, quoi. Et je vais passer tout de suite au dernier titre de la vidéo. Pour ce dernier titre, on est dans une ambiance totalement différente vu qu'il s'agit des Falaises de Virginie de Champlain. C'est publié chez La Peuplade. Je ne connaissais pas du tout cette autrice. Il me semble qu'elle doit être québécoise ou canadienne. Il y a quelques passages que j'ai, dès le début du livre, que j'ai repérés parce que ça me plaisait. On aborde une thématique un petit peu moins réjouissante que les autres lectures que j'ai faites ce mois-ci, enfin tout à l'heure. Vu qu'on va parler de deuil, au tout début du roman, l'autrice, enfin, je crois que c'est l'autrice parce qu'on me dit V, donc je suppose que ça parle un peu d'elle. Si je me trompe, voilà. Le personnage principal perd sa maman, c'est sa sœur qui lui apprend la nouvelle, et on comprend assez vite qu'elle a mis fin à ses jours.
vu qu'apparemment elle aurait sauté des falaises, puisque son corps a été retrouvé, a été ramené par la houle et par l'eau. C'est un peu spécial, ça plaira pas à tout le monde parce que c'est des moments un peu, pas oniriques mais presque. C'est un peu poétique par moment, c'est un peu cru par moment aussi, enfin cru. Pas vraiment cru, mais c'est franc en fait. C'est écrit comme on parle parfois. Et je trouve que pour aller à l'essentiel des choses, des fois c'est bien. Alors j'ai souri parce qu'il y a pas mal de petites expressions et de mots qui nous rappellent le Québec. Enfin, comme je suis des Québécois ou des Québécoises sur Booktube, j'ai compris parce qu'il y a des mots qui sont employés qu'on n'emploie pas forcément en France, comme le char pour parler de la voiture, comme là j'ai pas encore de choses précises en tête, mais on y va-tu pour dire on y va. Enfin, vous voyez, c'est toute une façon de parler en fait qui est différente de la nôtre. À certains moments, ça m'a fait un peu sourire parce que du coup, ça dépayse quand même pas mal. Pour vous donner un petit peu une idée, je vais vous lire le tout début du roman parce que c'est un truc que j'ai repéré dès le départ qui m'a plu. Où on me dit « Je pense que je suis brisée. J'ai l'automne à l'envers, en dedans au lieu d'en dehors. Humide, tiède dans le creux des joues, du vent qui craque dans la cage thoracique. C'est octobre. Ma mère est morte et j'ai pas encore pleuré. » Voilà. Dès le départ, ça pose l'ambiance, je trouve. Voilà, donc il y a pas mal de passages comme ça. Donc en gros, elle va retourner. Donc elle est partie sur Montréal. Elle a quitté sa mère et elle a une sœur aussi plus jeune. Elle est partie sur Montréal pour se réaliser professionnellement et du coup, elle se rappelle même plus depuis quand elle n'a pas vraiment parlé à sa mère. Donc c'est assez triste. Et elle doit aller là-bas en Gaspésie pour les funérailles de sa maman. Hein. Donc elle va retrouver sa sœur, elle va retrouver sa tante également, de qui elle était très proche aussi quand elle était plus jeune. Et assez vite, la tante leur dit qu'elles doivent aller vider la maison, commencer à vider les affaires de la maman, et elle va trouver, donc le personnage principal va trouver des cahiers, des choses qui ont été écrites bien avant sa naissance, puisque ça date même d'avant la naissance de sa mère. Donc on découvre que c'est écrit par la grand-mère, et la grand-mère que le personnage principal n'a jamais connu. Hein, je vous dis personnage parce que je ne sais pas si c'est autobiographique ou pas, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Et de là, on va apprendre certaines choses. On va découvrir des choses qui sont un peu, pas dérangeantes, mais qui sont... Ouais, on s'attendait pas forcément à lire ce genre de choses, parce qu'on connaît pas la grand-mère. Mais Vi, je l'appelle Vivé, elle va trouver des similitudes avec sa propre existence, des moments où elle se sent un peu en décalage avec sa vie. Enfin voilà, ça va l'amener à réfléchir sur elle-même. C'est beaucoup d'introspection, parce que bon, il n'y a pas d'action là-dedans, hein. C'est tranquille, c'est assez linéaire. Et du coup, elle va être amenée à voyager parce qu'elle va vouloir aller sur les terres ancestrales de son aïeul. Elle va découvrir aussi que sa mère peut-être souffrait des mêmes troubles et des mêmes maux que sa grand-mère. Et on se demande quand même plus ou moins si elle ne ressent pas la même chose. Voilà, en fonction de comment elle décrit sa vie, etc. Il y a même un moment, je me suis dit à la fin, j'ai l'impression que c'est comme si elle avait aussi écrit des cahiers et que nous étions en train de les lire. Voilà, c'est ce que j'en ai pensé. J'ai passé un bon moment de lecture, même si le sujet était triste. Le sujet abordé était triste, c'était très introspectif. Il y a eu des moments un peu nostalgiques. Il y a eu de la nostalgie par rapport à ce qu'elle vivait parce qu'elle se rappelait des choses de son passé. Et du coup, ça peut nous amener aussi nous-mêmes à réfléchir sur certains moments qu'on a vécu dans le passé et peut-être prendre du recul, de dire tiens, il y a peut-être le temps que je passe justement plus de temps avec telle ou telle personne de ma famille ou d'amis, enfin, ça c'est tout à chacun. Et voilà, après, voilà, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action, mais j'ai trouvé ça sympa à lire. Et je pense que c'est quelque chose que je pourrais peut-être lire dans le futur. Donc je vais le conserver bien précieusement. Pour vous lire un petit passage qui m'a pas mal plu aussi, où elle parle des choses dont elle aimerait se rappeler.
Elle dit « Des fois, j'aimerais ça me rappeler des choses que je ne me rappelle pas. Comme ma naissance, la première chose que j'ai vue, la première chose qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer pour de vrai, la première fois que j'ai eu mal. J'aimerais ça aussi avoir pris une photo mentale de moi pendant des moments importants, pour pouvoir me les rappeler, quand je vais être vieille. Je ne prends pas la peine de me souvenir de moi, de quoi j'avais l'air en dedans quand je suis tombée en amour, à quel âge j'ai eu peur de mourir pour la première fois, et toutes les autres. La fois où je me suis perdue, les fois où je suis partie, celles où j'aurais voulu rester. » Je trouve ça c'est super intéressant en fait quand on y pense, parce que c'est vrai que surtout à l'heure actuelle, on est beaucoup sur la technologie, à prendre tout en photo, même nos plats, et à moins vivre l'instant présent, mais du coup on voit beaucoup on voit le monde d'un œil extérieur et on n'a pas forcément du recul sur nous-mêmes. Enfin, quand je dis voilà, c'est pas tout le monde, mais en règle générale, j'ai l'impression qu'on va plus facilement se remémorer des choses qui concernent les autres que d'avoir vraiment un réel recul sur nous-mêmes et à dire ouais, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai ressenti à tel moment de ma vie, j'aimerais me rappeler de la première fois où j'ai eu ci, où j'ai eu ça. Et c'est vrai, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit mais en fait c'est tellement vrai. On aimerait se rappeler, alors pour certains c'est plus frais que d'autres, mais de la première fois où on a embrassé quelqu'un, de la première fois où on a dit je t'aime. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces petites choses du quotidien auxquelles on ne fait pas forcément attention. Et j'ai trouvé ça bien qu'elle le pointe un petit peu du doigt aussi. Je vais m'arrêter là pour ce roman. C'était pour l'instant, c'était pas mal franchement, c'était une de mes dernières lectures contemporaines que j'ai faites. Parce que parfois le contemporain, c'est où ça passe ou ça casse, hein, parce que c'est selon les thèmes abordés, ça va vraiment dépendre. J'espère que je vous aurai donné envie de lire certains titres de cet update. Dites-moi si ça vous fait penser à d'autres titres en commentaire. Et pour ma part, je vous retrouve assez vite dans une prochaine vidéo, puisque je vais essayer d'en tourner plusieurs d'avance pour rattraper un petit peu mon retard. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous laisse profiter du beau temps. Il fait très très chaud. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao ciao.